Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui, sachez que je relance les podcasts sur les différentes plateformes de streaming audio, donc vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo YouTube, et exceptionnellement, la vidéo aujourd'hui sera à 19 h et elle sortira en même temps sur les plateformes comme Spotify, c'est la plus connue, c'est celle que moi j'utilise, donc je vous cite celle-là. Donc en général, j'attends toujours quelques heures avant de sortir sur Spotify. Là, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti sur Spotify, alors celle-ci sera en simultané. Venez quand même liker et commenter la vidéo YouTube, c'est important pour le référencement parce que c'est ici que je gagne ma vie, alors que sur les plateformes, je ne gagne absolument rien du tout. C'est vraiment pour votre confort que je le fais parce que je sais que certains préfèrent. Donc vraiment, je le fais pour vous. Donc si vous pouvez en retour mettre un petit like et mettre un petit commentaire sur YouTube, ça donne de la force. Et la force, c'est sympa. Les gars, je suis pas dupe. Cette affiche, entre anglais, entre deux boxeurs qui ne sont pas non plus des stars à l'international, des combattants de renom, des combattants connus mais pas des stars, la semaine où, en face, il y a en France une soirée avec énormément de Français, même si c'est pas de la boxe anglaise, l'UFC Paris, ça va être difficile de rivaliser. Ces derniers temps, on a fait des très bons chiffres sur la chaîne de podcast. On a passé les 6000 abonnés. Mais c'est vrai que là, cette semaine, face à la communication absolument incroyable de l'UFC Paris, face à l'engouement du public de l'UFC Paris, moi-même, je suis impatient, je ne vais pas vous mentir, moi-même je suis impatient, moi-même je voulais en parler dans ce podcast aujourd'hui et parler des deux événements, et puis je me suis ressaisi, mais j'avoue que c'est compliqué, et puis cette semaine j'ai sorti une interview de boxeur, c'est vraiment ce qui marche le moins bien sur cette chaîne de podcast, et j'en suis extrêmement peiné, parce que c'est... ça me fait toujours mal, mais c'est comme ça. Je comprends que les interviews, surtout quand c'est pas des stars, quand c'est pas des noms, les gens ne sont pas intéressés. Et j'en veux pour preuve, la dernière interview qui est sortie avec Lionel, hyper intéressante. Et puis, quelle a été dure à faire cette interview. On a eu beaucoup de mal à accorder nos violons pour se retrouver. Et surtout, on a eu des problèmes techniques, beaucoup de problèmes techniques. Bon, je l'ai sorti. J'ai une très mauvaise communication moi-même autour de ces interviews. Il faut que je trouve un moyen de mieux les communiquer. Elle fait dernière des 10 dernières vidéos sorties. C'est la moins vue. Et elle n'a même pas passé les 1000 vues aujourd'hui. C'est symbolique, mais ça veut dire beaucoup. Donc, voilà, si jamais toi qui passes par là, tu étais passé à côté, si je t'ai donné envie d'aller écouter cette interview, j'ai tout réussi. Voilà, c'est tout. Je vous embête pas plus longtemps avec ça et on va passer à cet événement. Avant d'attaquer sur le combat de la soirée et puis de vous remettre un petit peu dans le contexte, rapidement, la sous-carte, moi, je suis intéressé par Mikaela Mayer. J'ai vraiment hâte de voir boxer Mikaela Mayer. C'est une super combattante. C'est une américaine. Elle est très douée. Moi, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa boxe. Donc, je dois reconnaître que je pense que ce combat-là, je vais essayer de le regarder. Je reconnais, c'est bon, je vais zapper entre l'UFC Paris et la soirée en Angleterre. Mais celui-ci, j'espère que ça va bien tomber. Tu vois, que ça va tomber sur des combats UFC que j'ai pas trop envie de voir. Comme ça, je vais pouvoir regarder le combat de Mikaela Mayer. Maintenant, on va passer au combat de la soirée. Et là, je pense qu'il y a très peu de chances que je loupe ce combat. J'ai envie de le voir, même si c'est vrai que des retours que je peux voir un peu à droite à gauche, voilà, qu'on me fait, il y a assez peu de suspense sur le fait que ça va être exactement la même chose que le premier combat. Bon, je vous disais, moi j'ai vraiment envie de voir ce combat, et la seule chose qui pourrait faire que je le regarde pas, c'est le combat de Morgan, parce que j'ai vraiment envie de voir Morgan en live faire ses grands débuts à l'UFC. Mais logiquement, Morgan devrait être plutôt en début de carte. Liam Smith contre Chris Eubank Jr., c'est le main event en Angleterre. On a 1 heure de décalage entre l'Angleterre et la France, donc logiquement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Donc je pourrais voir Morgan. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Remettons un petit peu de contexte, parce que c'est important. Donc on a Liam Smith qui accorde une revanche à Chris Eubank Jr.
C'était sûrement contractuel, c'était sûrement une revanche obligatoire pour Liam Smith, mais le fait est que ça, les contrats, c'est pas de notre ressort. Le fait est qu'on est face à ce contexte. Liam Smith a battu Chris Eubank Jr. Défaite cuisante. Bon, ça dure 4 rounds. 3 rounds équilibrés, mais c'est vrai qu'au 3e round, on a Chris Eubank Jr. qui prend l'avantage, qui est mieux, qui remporte ce round et voilà, qui est plus incisif et son style commence à prendre un peu le dessus. Et 4e round, boum, c'est l'exécution. C'est l'exécution. Un petit mot sur ce KO. Chris Eubank Jr. se retrouve acculé dans un coin et Liam Smith envoie une série de coups, une grosse série. Hein. Franchement, il faudrait compter, mais il y a une dizaine de coups qui partent. Chris Eubank Jr. de son côté fait une série d'esquives. Et parmi tous ces coups qui sont donnés par Liam Smith, je parlerai un peu de son style après, il y a des coups qui passent. Et notamment un uppercut. Je crois que c'est ce coup-là qui impacte le plus Eubank, même si par la suite il se plaindra d'un coup de coude dans cette série, mais à aucun moment, tu vois, j'ai revu plusieurs fois les images, je considère ça comme un coup de coude. C'est dans l'action, vous voyez, même si moi je suis pro Eubank Jr., j'en parlerai aussi après, parce que c'est important pour moi comment je vous parle de ce combat-là, et pourquoi j'ai envie de le regarder aussi, ça joue forcément. Mais vous voyez, même si je suis pro Eubank, moi j'essaie toujours d'être objectif quand je vois une action, et si j'estime qu'elle est légale ou pas. Et c'est pour ça que le coup bas, pour moi, vraiment, enfin, le coup bas de Usyk contre Dubois, et vous avez bien vu, hein, dès que j'ai pas fait une vidéo sur la polémique sur Box Attitude, les vues sont pas du tout les mêmes. Hein. La vidéo qui est sortie hier pour parler de la suite pour Usyk, on n'est pas du tout sur les mêmes vues. Hein. Voilà, non mais c'est aussi une réalité à constater. Les gens étaient là surtout pour la polémique. Mais j'essaie de rester objectif quand il se passe une action. Et pour moi, là, le coup de Liam Smith, je le vois pas du tout comme un coup illégal, même si Chris Eubank s'en est plein après. C'est surtout le percut qui, pour moi, lui cause le plus de dégâts, parce que le reste des coups, il est encore lucide. Et à partir de l'uppercut, il est plus vraiment lucide, et il prend un terrible crochet gauche, et là, les jambes, elles lâchent. Et après, la suite, il est complètement cuit. Même si l'œil est encore là, tu vois, il regarde l'arbitre, le corps ne suit plus du tout. Et Liam Smith le renvoie en tapis. Et là, l'arbitre, il décide de l'arrêter parce qu'il lui tombe dessus. Donc, en fait, l'arbitre, il peut que l'arrêter. Eubank a envie de retourner au charbon et ça part un peu en sucette. Et ça, c'est important de vous parler de cette électricité, de cette animosité qui existe entre le clan Smith et Eubank Jr. et peut-être son clan aussi. Parce que pour moi, c'est ce qui rend le combat revanche tout aussi intéressant et excitant. Et pourquoi les Anglais vont être aussi chauds sur cette affiche-là. Pour moi, ça fait partie d'un peu de l'historique du combat. Parce qu'un combat, c'est toujours une histoire. Hein. À mon sens, c'est toujours une histoire. Et on voit tout ce qu'il y avait autour du combat. Quand tu vois qu'après, quand Eubank il est mis KO, comment Liam Smith il explose de joie, comment tout son clan explose de joie d'avoir mis KO Chris Eubank Jr. Liam Smith il l'insulte encore. Après, il y a tout, il y a l'adrénaline, les gars sont hyper chauds. Et après, il y a cette image qui est dure. Hein. Vous avez le combat qui est disponible sur YouTube. Alors, c'est pas une chaîne officielle qui a retransmis le combat, mais vous l'avez disponible sur YouTube. Regardez le ralenti de Chris Eubank Jr. qui vient échanger quelques mots et féliciter Liam Smith. Vous avez Liam Smith qui est encore en train d'hurler et tout au public, chanter et tout. Et t'as Eubank qui arrive derrière. Donc tu sais, c'est au ralenti, donc il arrive, et puis il interpelle Liam Smith, et puis ils échangent un petit câlin, quelques mots. Et après, quand tu as Eubank qui l'applaudit, quand on annonce la victoire, parce que même quand tu as pris un KO, il y a l'annonce officielle, Eubank qui l'applaudit. Et c'est là aussi, tu vois, un homme dans la défaite, parce qu'il a reçu une défaite cuisante. Après, par la suite, il dira beaucoup de conneries, on va revenir dessus, notamment par rapport à ce coup de coude, voilà, tout ça. Il dit que c'est un coup miraculeux. C'est pas un coup miraculeux, c'est lui qui fait une erreur. Là, je trouve qu'il a raison quand il dit ça. Il dit voilà, j'ai fait une erreur, il faut pas réitérer ça. Il dit qu'il a peut-être un peu pris la confiance après ce 3e round, que je vous dis qui était un bon round. Mais il dit beaucoup de choses qui sont aussi là pour vendre le combat, bien entendu. C'est un peu son comportement aussi. Il a un comportement comme ça, Chris, qui peut être assez désagréable.
Ça lui vient de son papa, hein. Bien sûr, Chris Eubank Jr. Ne serait pas du tout ce qu'il est aujourd'hui sans son père, qui était un bien meilleur boxeur, hein, et ça c'est évident. Mais ça reste un bon combattant, Chris Eubank Jr., avec lequel on passe des bons moments, on se régale, on en a pour notre argent. Il est au rendez-vous. Et après, je pense que ce personnage fait qu'il n'est pas apprécié. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette animosité de la part des Anglais, et notamment du clan Smith, hein. Alors, Liam Smith, attention, c'est les frères Smith, hein, c'est aussi Callum Smith, que vous connaissez bien. D'ailleurs, les deux frères ont affronté Canelo. Revenons un peu sur Liam Smith, que je vous le présente un petit peu, parce qu'il est âgé aujourd'hui, 35 ans, hein. Il a un palmarès de 33 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Mais Liam Smith, il faut savoir que quand il affronte Canelo, donc voilà, je vous le disais, c'est sa première défaite dans sa carrière, et il était à ce moment-là champion des poids super welter, voilà. Et donc c'est à ce moment-là que Canelo prend ce premier titre mondial, donc WBO, et on est en 2016, hein. On est en 2016 lorsqu'il affronte Canelo, donc c'est une toute autre époque, c'est un tout autre Canelo aussi, hein, qu'il affronte à ce moment-là, mais c'est Canelo qui commence à rentrer un peu dans ses belles années, tu vois, dans ces belles périodes. Et après, les années qui suivent, il sera absolument fabuleux. Et pour moi, le Canelo Prime arrive très proche, hein. On est très proche du Canelo Prime. Donc, c'est un sacré morceau qu'il prend et il se fait cueillir sur un coup. C'est un coup au corps qu'il arrête. Par la suite, il aura des beaux combats, notamment 2 combats assez intenses contre Liam Williams. Les Anglais, c'est ça qui est beau aussi avec eux, c'est qu'ils s'affrontent entre eux. Ils font des belles soirées, des grands combats. Enfin, il a affronté Sam Eggington, il a affronté des noms en Angleterre, tu vois. Et ça, c'est beau, tu vois. Ils savent remplir des salles, ils savent vendre le truc. Et donc, ce combat contre Chris Eubank Jr., il y a un historique, tu vois. Aussi, il y a ce truc des Anglais qui arrivent à vendre des grands combats. La deuxième défaite de Liam Smith, ça sera quand même contre Jem Munguia. Donc, c'est pas n'importe qui, hein. Aussi, avec le titre WBO en jeu des super welter. Jem Munguia, c'est aussi un excellent combattant. Il va perdre seulement au point contre lui, hein. Et puis sa troisième défaite, c'est contre Magomed Makhmoudov. Rappelez-vous de ce Russe, hein, qui a volé la victoire à Michel Soro. Et Liam Smith, il perd au point contre Kourbanov. Et aussi, il perd en Russie. Voilà, hein. Je dis ça comme ça, moi. Je place des informations. Je vous laisse vous faire vos déductions. Et puis, voilà, il a quand même mis à son tableau de chasse, encore récemment, en 2022, un gars comme Jesse Vargas. Donc, c'est pas rien. Et il est allé le battre aux États-Unis, au Madison Square Garden de New York. C'est pas rien. Et donc, il est sur une belle série de victoires, toutes des victoires avant la limite. Donc, ces 4 derniers combats sont des victoires avant la limite. Donc, depuis sa défaite... hein, entre guillemets contre Magomed Kourbanov en 2021, il a enchaîné les victoires, que ce soit à la maison en Angleterre ou aux États-Unis, et que des victoires avant la limite. Donc, malgré ses 35 balais, il est dans une grande forme. Il est dans une très grande forme, et rien à dire. Et puis, c'est un boxeur. Les Anglais, il fait partie pour moi de cette catégorie de combattants anglais. C'est des ouvriers du ring. Et j'ai l'impression qu'ils ont même cet esprit ouvrier qu'ont les Anglais, tu vois, le peuple anglais, le peuple d'ouvriers, de durs, de gars solides, tu vois, de fêtards. Tu vois un peu ce genre de bonhomme que je te décris. Et pour moi, Liam Smith, il en est la parfaite caricature, tu vois. Enfin, la parfaite incarnation, pas caricature, la parfaite incarnation. Et c'est des gars qui prennent la boxe très au sérieux. Moi, je suis sûr que les Smiths et puis toute cette équipe-là, c'est pas une question de billets. C'est pas une question de classement box-rec dans différentes fédérations. Non. Ça, bien sûr, ça apporte, nous, sportivement, ça apporte de l'intérêt parce que, comme je vous le disais, pour moi, celui qui va remporter ce combat-là va être numéro 1 box-rec. Il le mériterait. Et très certainement, prochainement, il aura une chance mondiale. Mais c'est surtout que eux, ils veulent se faire la peau de Chris Eubank Jr. Vraiment. Et c'est personnel. Ils ont cette envie de taper Chris Eubank Jr. C'est un truc, et ils en font une mission, tu vois. C'est une mission. Quand tu vois comment ils célèbrent la victoire, c'était une mission. Et tu vois comme il a faim, là, dans les face-à-face pour le deuxième combat, comment le gars a faim. Non, c'est personnel. Aujourd'hui, je pense que, attention, est-ce qu'il n'est pas un peu trop sûr de lui ? Trop sûr de lui pour ce combat revanche. C'est une question que je me pose et je pense que ça peut jouer en sa défaveur. Il a
pris énormément de confiance suite au premier combat, ce qui est normal parce qu'il n'a pas été vraiment mis en difficulté et il a éteint Chris Eubank Jr. Maintenant, si je te parle un petit peu du style, après on parlera de celui de Chris Eubank Jr., c'est des boxeurs qui sont intéressants à regarder, même si c'est pas des boxeurs que tu trouveras spectaculaires. C'est pas des boxeurs où tu te diras « Ah ouais, là, ce qu'il a fait, c'est super joli », mais en fait, c'est une boxe qui est sobre. C'est une boxe qui est épurée. C'est la boxe pas minimaliste, c'est l'efficacité de la boxe. Les mains bien hautes, bien sur les appuis, tu mets le pressing, tu cadres ton adversaire, t'envoies le bras avant de manière assez juste, assez timée, pas n'importe comment, c'est toujours efficace, tu cherches le contre, tu vois. C'est juste en fait, c'est la boxe juste, c'est juste ce qu'il faut pour être efficace. C'est la boxe des ouvriers du ring, des gars qui sont toujours au rendez-vous, qui vont toujours faire un gros combat parce qu'ils sont prêts. Le jour du combat, ils sont prêts, ils ont la boxe dans le sang, c'est foutu anglais, il faut quand même le reconnaître. C'est des mecs qui sont intelligents sur un ring, voilà, et ils vont saisir la moindre opportunité pour t'allumer. Le moment où il met KO Eubank, c'est pas un moment que forcément lui a amené, mais c'est « Ah, là tu me laisses une ouverture, crois-moi que je vais tout faire pour que le combat je le reporte à ce moment-là parce que tu m'as laissé une ouverture. » Maintenant, on va tout de suite switcher sur Chris Eubank Jr. Et cette ouverture, qu'est-ce qui fait qu'il lui laisse cet espace pour qu'il trouve le KO? Eh ben, c'est que Chris Eubank Jr. acculé dans les cordes, certes défensivement il fait une série d'esquives où la plupart des coups ne touchent pas, mais c'est pas suffisant de faire ça. Il faut que tu casses l'attaque de ton adversaire. Alors, il y a différentes options, hein. Ça peut continuer à être des options défensives, c'est-à-dire que tu vas esquiver, accrocher, sortir, tu vois, sortir des cordes. Ou alors, des options qui vont être offensives, c'est-à-dire que tu vas essayer de contrer, tu vas essayer de parer, remiser, tu vas essayer d'aller à la guerre, Mexican style, mais voilà, tu vas proposer quelque chose. Là, on a une série d'esquives, on n'a aucun coup donné de la part de Chris Eubank Jr., bah forcément, au bout d'un moment, le Liam Smith, il va en mettre un. Hein. Dans tous les coups qu'il envoie, il y en a un ou deux qui vont passer. Et ben c'est ce qui se passe, et Chris Eubank, il les mange. C'est une erreur presque de débutant. Hein. Le comportement de Chris Eubank Jr. à ce moment-là, c'est une erreur presque de débutant. Et elle lui est fatale. Mais parce que face à Liam Smith, tu fais pas ce genre d'erreur, en fait. Tu ne peux pas te permettre de faire une erreur de débutant face à un mec qui a une bouteille pareille, tu vois. La bouteille de Liam Smith, il en a même plusieurs des bouteilles, hein. Donc tu peux pas faire une bêtise pareille. Donc voilà, pour vous donner un petit peu mon avis à ce moment-là, ce qui s'est passé et pourquoi l'ascendant a été pris de la part de Liam Smith. Maintenant, je vais vous refaire un peu le topo de Chris Eubank Jr. Hein. Alors Chris Eubank Jr. Aussi, il a eu des belles guerres contre des Anglais, et notamment des guerres qui ont été souvent électriques, à l'image un peu de ce qui s'est passé contre Liam Smith, quand il affronte Billy Joe Saunders. Croyez-moi qu'il n'affronte pas que Billy Joe Saunders. Il a, au bord du ring, toute une équipe de fous furieux à moitié gitans, et notamment Tyson Fury en personne qui était là. Et en 2014, croyez-moi que c'était une autre époque, hein. C'était pas la star de Netflix qui va affronter Ngannou, hein. Non. Là, c'était des fous furieux, le clan Fury et toute l'équipe. Il y a une ambiance de malade quand tu vois ce combat-là. Et ils veulent tous la peau de Chris Eubank Jr. Alors, je pense que ça vient aussi vraiment du comportement. Ils sont très excentriques, ils sont décalés, les Eubank. Et ça doit déranger un peu eux, tu vois, qui sont vraiment, comme je te disais, c'est les Anglais, les purs et durs, très sobres, c'est vraiment des durs. Donc peut-être ça les dérange un peu ce style, je sais pas, ça leur va pas, ça leur déplaît. Ça doit s'expliquer, après on n'est pas à la place des Anglais, ils sont un peu spéciaux, cette espèce-là. Hein. Je vanne les Anglais, les gars, c'est gentil, d'accord. Ça vient de la rivalité France-Angleterre au rugby. Moi, ça vient de là. Moi, je peux pas me les voir par rapport au rugby. Et tant qu'on bat les Anglais au rugby, je passe une bonne année. Voilà, c'est très important. Pour ceux qui débarqueraient et qui ne connaissent pas mes petites vannes. Plus tard, il va affronter aussi Nick Blackwell, Chris Eubank. Et pareil, c'était un gars de l'équipe de Billy Joe Saunders et toute cette bande-là. Et pareil, l'ambiance, elle est complètement folle.
L'ambiance, elle est folle. Et Billy Joe Saunders, il est là, il est au combat. Et l'ambiance, elle est dingue. Et encore une fois, on a l'impression que c'est Chris Eubank Jr. et son père seuls contre tous ces fous furieux. Et il y a cette envie à chaque fois de se faire Chris Eubank Jr. Pour moi, on va arriver à 2017. Alors, le combat contre Nick Blackwell, je le cite là par rapport à cette animosité, mais c'est un combat qui est assez dramatique. Et vous avez sûrement entendu parler de ce combat. À un moment donné, le papa de Chris Eubank Jr., qui était encore dans son coin à cette époque-là, après il va faire des changements, il dit à son fils, t'arrêtes de le frapper à la tête, il va pas bien, et tu frappes qu'au corps maintenant. Et c'est assez dingue ce qui se passe là. Et il faut savoir qu'après ce combat-là, Nick Blackwell, qui va perdre le combat, va être hospitalisé et notamment il va faire du coma, hein, même suite à ça. Donc la boxe, c'est vraiment pas un jeu, les amis. Bref, je passe un petit peu tout ça. Moi, je voudrais maintenant parler du tournoi Mohamed Ali auquel a participé Chris Eubank Jr. Et pour moi, c'est son prime. Alors, son prime ne se fait pas au poids moyen. Alors, je vous disais par rapport à Liam Smith, qui a commencé par des catégories bien plus basses et aujourd'hui, il est en poids moyen. Donc c'est l'âge qui l'a amené naturellement à monter de catégorie, et comme je vous l'ai dit par rapport à son palmarès, comme je le disais pour Terence Crawford, ne vous fiez pas à leur prime. Oui, c'était leur prime dans des catégories inférieures, mais aujourd'hui, ils sont performants dans une catégorie qui n'est plus la catégorie de leur prime. Terence Crawford, j'arrêtais pas de répéter avant son combat contre Errol Spence, parce que tout le monde disait « Oui, mais c'est pas sa caté, Errol Spence sa caté, il va être puissant, il va être plus fort. » Je disais « Oui, mais... » Crawford a mis tout le monde KO dans cette catégorie-là, chez les poids welter. Et ça, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas dans ta catégorie où c'était ton prime, où c'était ton apogée physique, quand tu tapes encore les gens par KO, les gars, ça veut dire quelque chose. Tu vois, c'est pas rien. Et bon, bref, donc voilà. Et donc, pour en revenir à Chris Eubank Jr., il a beaucoup combattu en poids moyen, mais à un moment donné, il a combattu en poids super moyen. Et moi, je trouve que c'était là son prime. Donc, on est en 2017-2018, notamment quand il va faire cette grosse guerre contre George Groves. Pour moi, ce combat-là, quand il va perdre contre George Groves, ça a montré les limites de Chris Eubank Jr. Tu vois, qui a atteint pour moi son plafond. Il pouvait pas faire mieux que ça. Et parce que il était tout simplement limité. Il a fait une belle carrière jusque-là. Et pour moi, ça a montré les limites du garçon. Et donc, voilà, pour la petite anecdote perso, moi, j'arrête pas de dire, notamment sur Instagram, les abdos de Chris Eubank Jr. Tu vois, c'est mon objectif de forme physique. Je l'ai pas choisi pour rien. C'est parce que génétiquement, je m'en rapproche un petit peu. Tu vois, si j'avais l'hygiène de vie de Chris Eubank Jr., j'aurais sensiblement un peu ce physique-là. Et quand il est en super moyen, alors vous me direz, pour moyen, super moyen, c'est pas grand chose, et on est quand même on passe quand même de 72,5 à 76,2, on va dire, et ça fait quand même une différence. Ça fait quand même une sacrée différence, et aujourd'hui, et je trouve que quand tu regardes les combats de Eubank, quand il affronte Abraham, Ildirim ou George Groves, regardez son physique, il est incroyable, incroyable, et pour moi, c'est son meilleur physique. Bon, suite à ça, il va retourner un peu chercher des défis. Alors, il va faire une belle victoire contre James DeGale. Encore une fois, des combats entre anglo-saxons et surtout entre britanniques qui font des belles affiches avec du monde qui va regarder ces combats-là. Donc, Eubank, il a donné aux Anglais des belles affiches. Et puis, il va retourner chercher des défis après, par la suite, chez les poids moyens, notamment en battant un certain Liam Williams. À Cardiff, ambiance de malade encore une fois, et là il a cette défaite contre Liam Smith. Alors, ce qui s'est passé là récemment du côté de Chris Eubank Jr., et je pense que c'est des facteurs qu'on doit prendre en compte quand on veut analyser sa fin de carrière, parce qu'aujourd'hui, même si Chris Eubank Jr. il a seulement 33 ans, donc il est plus jeune, il est clairement en fin de carrière, et il y a des signes qui ne mentent pas quand on le voit combattre. Il y a eu un changement d'entraîneur. Parce que bon, il s'est séparé de son papa, ça a été parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il y ait une séparation. Beaucoup disaient que son papa lui faisait plus de mal qu'autre chose, et il s'est rapproché de Roy Jones Jr. Dans un premier temps, je trouvais que c'était pertinent comme choix. Je trouvais vraiment ça pertinent, parce que le style de Roy Jones, je me disais que ça pouvait coller au style de Chris Eubank Jr., et même ça pouvait lui apporter ce côté un peu justement styliste. Je trouvais que ce que je reprochais moi à l'époque à Chris Eubank Jr., parce que voilà, ça fait un moment que je le suis, c'est qu'il voulait trop se comporter comme un puncher. Il voulait absolument marquer le coup et finir le combat par KO. Ce qui fait qu'il allait beaucoup à la guerre, ça rendait ses combats palpitants, mais je trouvais que par rapport à ses atouts physiques, il aurait meilleur compte à être plus styliste. Et ce qui est bien avec le style de Roy Jones, c'est que c'est un styliste
qui avait un super punch. Donc je me disais, franchement, pour moi, c'est un bon choix par rapport aux idées que j'avais avant. Je me disais, c'est parfait en fait. Mais je trouve que, alors est-ce qu'il a pris un peu tard? Est-ce que c'est pas trop difficile d'appliquer le style Roy Jones? Je trouve qu'il a du mal à avoir l'équilibre entre prendre ce qu'il y a de bon chez le style Roy Jones et garder ce qui faisait sa force quand il était à son prime. Et je trouve que c'est un combattant qui s'est un peu perdu, à peut-être un peu trop se chercher sur le ring. Et aujourd'hui, tu vois, quand j'ai revu le combat contre Liam Smith, je me dis, il a des moments où il retrouve un petit peu son mordant avec des belles combinaisons, bien sur les appuis, à sa distance, et des moments où il veut presque se la jouer Roy Jones, et il n'est pas hyper à l'aise en fait. Tu sens qu'au niveau de la coordination haut du corps, bas du corps, il met un temps de réflexion. Parce que c'est ça qui est pas facile aussi, c'est coordonner le bas du corps et le haut du corps. C'est pour ça que les stages à Cuba sont exceptionnels. Voilà, non mais je place ça, parce que vous savez que les stages à Cuba avec Glory Big Heart, voilà, je vous le dis. C'est vraiment... Bref, les gars, trêve de plaisanterie, mais c'est vrai, cette coordination, les Cubains, ils travaillent ça depuis junior, tu vois. Ils travaillent ça encore et encore et encore et encore. Et alors Roy Jones, je suppose qu'il avait des atouts naturels, hein, tu vois, c'est la coordination. Il y a des mecs qui l'ont aussi comme ça, de manière assez intuitive. Voilà, c'est intuitif chez eux. Puis d'autres, ils ont besoin de travailler ça. Moi, par exemple, je me compare pas du tout au nom qu'on vient de citer, loin de là. Mais moi, j'ai eu besoin de travailler ça, en fait, la coordination, de beaucoup observer et de le travailler encore et encore. Moi, plus jeune, quand j'ai commencé la boxe, c'était vraiment les appuis. Je bougeais beaucoup le buste et j'avais envie d'aller au plus proche, tu vois. Vraiment à la castagne. Et par la suite, j'ai beaucoup appris à travailler sur mes jambes et à observer des mecs comme Dimitri Bivol, par exemple, dont je m'inspire énormément. Bref, donc je crois qu'aujourd'hui, Chris Eubank Jr., il a un peu du mal à appliquer ça sur le ring et j'ai l'impression que ça lui dessert plus que ce que je pensais que ça pouvait lui servir dans un premier temps. Et puis il y a autre chose, je crois que Chris Eubank Jr. ne s'est jamais vraiment remis de la mort de son frère. Il a perdu son frère il y a quelques années et j'ai l'impression que c'est plus le même sur un ring. Chris Eubank Jr., ce qui est fou avec lui, c'est que c'est vraiment un fils à papa, tu vois, et ça c'est une réalité. Et ça peut faire aussi que des gens ne l'apprécient pas. Chris Eubank Jr., il aurait pu faire 1000 autres choses que la boxe. Il a choisi la boxe par rapport à l'héritage de son papa, et l'héritage de son papa, il l'a toujours eu dans sa manière d'entrer sur le ring. Il faut savoir qu'il répète les mêmes gestes que son papa, dans son attitude, dans sa manière de parler. Il y a un truc où il veut imiter le papa. Mais il n'était pas obligé de faire ça. Et parmi tous les fils de boxeurs, je trouve que c'est l'un des plus performants, et l'un de ceux qui a le plus la mentalité de guerrier. Alors il faudrait que je réfléchisse, hein. Là par exemple j'ai en tête Julio César Chavez Jr. Mais pour moi c'est vrai que Chris Eubank Jr. c'est vraiment un fils d'eux qui a été performant et qui a été un guerrier, qui est allé à la guerre, qui a été solide mentalement. Et je crois qu'aujourd'hui, dans une phase de sa vie, est-ce qu'il a vraiment encore envie de tout donner sur un ring? Et je me pose vraiment la question. Et je crois qu'il est dans un... Donc j'ai observé un peu les conférences, tu vois, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait, et j'ai l'impression qu'il est dans un déni. Il est dans un déni dans le sens où il ne veut pas accepter que les faits, qu'il n'est plus vraiment dedans. Il n'est plus vraiment à 100% dans la boxe. Et je le vois par le fait qu'aujourd'hui, donc je le regarde sur les réseaux, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un mec qui a une discipline, c'est un gros acharné de travail. Je vois de plus en plus d'images où il fait la fête, beaucoup plus d'images aussi où il est en famille, il s'occupe de son neveu, donc le fils de son frère, parce que son frère donc, a perdu un enfant, son enfant a perdu son papa, il est tout bébé, donc il s'occupe beaucoup de lui. C'est un peu un tonton poule, tu vois, tonton papa poule. Et je crois qu'aujourd'hui, il a plus ce qui fait un boxeur, tu vois. Il a plus ce qui fait un boxeur. Alors il est encore très bon, parce qu'il s'est dédié toute sa vie à la boxe. Sa vie, c'est la boxe. Enfin, ce gamin est né sur un ring. Littéralement, il est né sur un ring. Donc il s'est dédié toute sa vie à la boxe. Et c'est dur de se dire, non mais j'ai plus en fait. J'ai plus ce qu'il faut. Alors, du coup, comme je sais qu'en face, ils vont venir pour l'éteindre, clairement, Liam Smith, il a dit, moi je viens pour arrêter la carrière de Chris Eubank Jr. Il n'y a pas de cadeau, il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura pas d'apitoiement
C'est-à-dire que si Chris Eubank Jr., il est un tout petit peu défaillant, un tout petit peu faible, Liam Smith va le dévorer, en fait. Va le dévorer dès le premier round. Et il y a quelque chose qui me dit, et si Chris Eubank Jr., parce qu'il a changé de coach aussi, alors voilà, ça c'est le dernier élément important sportivement, il a encore changé de coach, il a rejoint l'équipe de Terence Crawford, un des coachs de Terence Crawford, donc il a changé de coach encore une fois, et je me dis, mais si Chris Eubank Jr., il arrive à déjouer tout ça, tout ce que je vous ai dit, il y a même Bilal Kitou qui a déclaré sur les réseaux qu'il avait tourné avec lui en sparring et qu'il le trouvait plus en forme, quoi, plutôt fragile même. Et ça, c'est des choses qu'on a ressenties sur ces derniers combats. Et je me dis, si malgré tout ça, là, tout ce que je vous ai dit, il arrive avec une tactique de combat qui s'y applique. Et pour moi, si je vois la victoire de Chris Eubank Jr., c'est au point. Je le vois gagner au point en faisant vraiment un combat très intelligent. S'il arrive à faire ça, mais en fait, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça en direct, parce que ce serait ouf. Ce serait complètement fou si mentalement, il arrive à être discipliné, à être appliqué, à être dedans, à être focus, tout voir, rien laisser passer, à aucun moment être lâché. Parce que c'est ça aussi, quand mentalement tu lâches, tu te fais manger sur un ring. Si à aucun moment il lâche, il est dedans du début jusqu'à la fin, ce serait incroyable en fait. Mais incroyable. Et sa victoire, même s'il gagne au point, alors s'il gagne par KO, faudra voir comment il gagne. Mais on pourra toujours se dire, bon, ça reste quand même un mec qui punch, donc tu vois, à tout moment, un mec qui punch, il peut t'envoyer au tapis. Mais pour moi, le plus beau, vraiment le plus beau, ce serait qu'il arrive à surclasser techniquement et tactiquement Liam Smith, gérer la dangerosité de Liam Smith qui, à la moindre erreur, va t'éteindre, et faire ça, tu vois. Et je trouverais ça incroyable. Bon, s'il gagne par KO, ce serait fou, et pourquoi pas avoir un troisième combat. Mais moi, je serais très content, parce que je suis pro à Chris Eubank Jr. La probabilité veut que Liam Smith remporte ce combat-là avant la limite. Ça serait peut-être un petit peu plus long que pour le premier combat. Je ne le vois pas gagner plus tôt. Je pense qu'il va commencer comme un tabasu, comme un fou, Liam Smith, mais que ça va être un peu brouillon dans les premiers rounds. Ça va durer un peu. Et je vois malheureusement... j'ai du mal à le dire, j'ai pas envie de le dire, mais je vois Chris Eubank Jr. perdre en deuxième partie de combat. Mais je vais le regarder en me disant, allez Chris, fais-le. Fais-nous un grand combat, fais-nous quelque chose de beau. Bon les gars, vous voyez, je me suis dit que j'aurais pas grand-chose à dire sur ce combat-là, que finalement je vous parlerai plus de l'UFC Paris en disant bon, qu'est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on regarde l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'on fait. Et je suis parti, et mon cœur s'est mis à parler boxe, et je me suis emballé, et je vous ai parlé pendant plus de 30 minutes. Les gars, donc je vous rappelle que j'ai des partenaires qui me soutiennent aujourd'hui, Boxing Culture qui organise des stages de boxe anglaise à New York, il y a des places en ce moment, vous pouvez prendre pour le prochain stage qui est en octobre, fin octobre. Le prochain stage de boxe anglaise à Cuba avec Glory, je serai présent, c'est en décembre. Alors moi je suis sur la première partie du stage, début décembre. C'est tout le mois de décembre, si vous voulez même passer les fêtes à Cuba, ça peut être sympa, si ça vous dit. Voilà, passer les fêtes de Noël aux Caraïbes. Il y a ceux qui sont dans la neige et vous serez aux Caraïbes, ça peut être sympa. Vous avez aussi la marque de vêtements Felfel qui me soutient. Et puis si vous voulez me soutenir aussi, par exemple voilà ce que j'ai que j'ai abordé dans ce podcast et d'autres choses, je l'ai abordé récemment en live pour les membres Box Attitude, donc voilà, de la chaîne principale, si vous voulez devenir membre, pour minimum 2 € par mois. Et puis si jamais tout ça ne vous intéresse pas, mais que vous avez quand même le cœur à me soutenir, eh bien vous pouvez passer par PayPal. Et sachez que c'est pas des dons inutiles. Voilà, sachez-le que ça sera très bien investi dans mon travail. J'adore faire ce que je fais. Voilà, j'adore faire ce que je fais, mais il y a une réalité économique, c'est que ce que je fais n'est pas hyper populaire. Voilà. Et donc je dois accepter, même si c'est très dur pour moi, d'en arriver à passer par là et à solliciter votre aide financière, si bien sûr vous en avez les moyens, et parce que j'ai envie de continuer à faire ce travail que j'adore. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!